Taichi est un puceau raté, qui est invoqué dans un autre monde en tant que magicien le plus puissant, et décide ensuite de botter le cul de tout le monde. Un jour, alors que lui et Rin se rendaient à l'école pour leurs activités de club, un camion a failli les écraser tous les deux. Heureusement, les réflexes vifs de Taichi sauvent sa meilleure amie, mais cela ne le protège pas d'être ciblé par un mystérieux magicien venu d'un autre monde. Une magie fantastique un peu kitsch commence à envelopper son corps, alors il repousse Rin loin du cercle magique pour la protéger. Cependant, elle a la capacité cérébrale d'une tartine détrempée et court vers lui malgré tout, les envoyant tous les deux dans un autre monde. Quelques minutes plus tard, ils se réveillent et heureusement, ils apparaissent tous les deux dans une zone relativement sûre. Le duo étant sain et sauf, lui et Rin commencent à chercher une ville, tandis que Rin cherche un signal Wi-Fi au milieu de nulle part. Taichi s'arrête un instant et essaie de déterminer où ils ont été transportés, mais le cheval de Berserk apparaît devant eux et commence à faire des siennes, à s'agiter. Le cheval est si démoniaque que ses yeux sont super rouges à cause de toute l'herbe qu'il a probablement fumée dans un bouche de Snoop Dogg, et il est déterminé à les piétiner à mort. Voyant à quel point la situation est extrêmement ou totalement désastreuse, Taichi dit à Rin de s'enfuir aussi vite qu'elle le peut, car il va se servir de lui-même comme appât. Donc, même s'il meurt, au moins elle sera en sécurité, à condition qu'elle puisse semer ce cheval maléfique de niveau champion de gym, tout droit sorti de l'usine à jeux vidéo, mais elle lui dit d'arrêter car ce n'est pas comme ça qu'ils font les choses ensemble. Cependant, malgré ses supplications, Taichi court comme si ses pieds ne savaient pas ce qu'il faisait, vers le cheval, et lance une pierre sur la bête enragée, puis commence à se demander pourquoi cela n'a eu aucun effet sur l'animal. Son plan de génie absolu ayant échoué, Taichi est littéralement grillé, mais l'armure scénaristique entre en jeu et un chauve aléatoire, accompagné de son trio, anéantit le cheval maléfique musclé en un seul coup. En regardant leur sauveur, Taichi réalise qu'ils sont tous des aventuriers et qu'ils ne délirent pas, car même si ce monde peut ressembler à un RPG, il est en fait bien réel, et s'ils peuvent atteindre un niveau bien plus élevé que leur niveau actuel, ils s'en sortiront vivants et survivront pour raconter leur histoire. Ainsi, après avoir appris les bases de ce monde et être arrivé à la ville d'Aspire, il dit à Rin qu'il devrait s'inscrire comme aventurier et trouver un moyen de survivre dans ce nouveau monde avant de finir pauvre et de mourir de faim. Avant de partir, Baldi leur donne une longueur d'avance afin qu'ils puissent au moins survivre les premiers jours de leur nouveau voyage. Quelques minutes plus tard, lui et Rin arrivent à la guilde des aventuriers et la greffière de la guilde, Marie, leur demande s'ils vont s'inscrire comme aventuriers. Le duo lui dit qu'ils le feront, et elle leur donne donc le manuel de la guilde et leur demande de passer un test d'aptitude, car ils ne peuvent pas devenir aventuriers du jour au lendemain si leurs compétences sont totalement nulles. Cela les inquiète tous les deux, car ils pourraient n'avoir aucun pouvoir magique, ce qui signifierait qu'ils finiraient dans une misère médiévale. Mais elle passe le test quand même, et quelques secondes plus tard, des lumières apparaissent à l'intérieur de la boule de cristal, surprenant Marie. Elle est sidérée et commence à se demander si Taichi est aussi pareil, alors elle lui demande de toucher la boule également. Mais comme le pouvoir de Taichi est si démesuré, il fissure en fait la boule de cristal, révélant son immense potentiel. Brie est tellement choquée par ce qu'elle voit qu'elle appelle le gérant à l'aide pour ses deux Kirins incroyablement surpuissants. Quelques secondes plus tard, le maître de guilde Gérard et la puissante épéiste elfe Miura apparaissent devant eux et leur annoncent la mauvaise nouvelle. Taichi et Rin ne peuvent pas s'inscrire comme aventuriers pour le moment, pour des raisons qu'il ne peut pas révéler. Alors, il ordonne à Miura de prendre le duo et de les emmener dans un endroit désigné, loin du bâtiment de la guilde. Quelques heures plus tard, ils arrivent à une cabane isolée quelque part dans le royaume, et la Maya apparaît, ressemblant à un mannequin de fantaisie qui se serait accidentellement égaré hors d'une publicité de lingerie. Miura s'interroge sur sa tenue d'intérieur, mais elle rétorque que c'est sa maison et qu'elle s'habille comme elle veut. Après s'être habillée, Miura la met au courant de la situation de Taichi et Rin et lui révèle les résultats du test d'aptitude. Alors Lamaya leur tend une tablette de bois enchantée, leur disant que ces tablettes détermineront leur capacité et leur force magique, ce qui lui permettra de savoir s'ils sont bons ou mauvais. Ainsi, Taichi et Rin prennent tous deux les tablettes, et après que le Mia les ait activées, les tablettes révèlent enfin leur pouvoir magique. Quelques secondes plus tard, les résultats apparaissent enfin, et leurs pouvoirs sont en fait hors de contrôle. Voyant le potentiel en eux deux, Lamia déclare qu'à partir d'aujourd'hui, les deux meilleurs amis vont devenir ses apprentis. Les pouvoirs de Taichi dépassent les limites du possible, car sa capacité magique est plafonnée à 120 000, avec une force magique de 40 000, tandis que Rin se situe à une capacité magique de 37 000 et une force magique de 5 000. Selon Miura, Lamia, qui est la plus grande mage de tout le royaume, n'a qu'une capacité magique de 43 000 et une force magique de 6 000, tandis qu'elle-même n'a qu'une capacité magique de 35 000 et une force magique de 3 800. Elle explique que normalement, les humains n'ont qu'une capacité magique maximale de 10 000 et une force magique de 2 000, ce qui est suffisant pour obtenir le rang de mage royal ou de chevalier dans la capitale. Mais leur apparition soudaine met littéralement tout le royaume à l'épreuve, car avec cette révélation, Taichi et Rin sont actuellement les personnes les plus puissantes du monde entier.
Mais Lamia leur dit que malgré leur pouvoir écrasant, ils sont encore en gros des nourrissons comparés à elle. Elle peut les anéantir complètement sans transpirer, car ils ne savent pas utiliser leur pouvoir correctement. De plus, s'ils ne peuvent pas utiliser leur pouvoir correctement, ils sont pratiquement morts, car contrôler une telle puissance formidable exige de la réflexion et de la maîtrise, et ils ne le font pas. Alors Taiji demande à Lamia ce qui se passera s'il parvient à maîtriser ses pouvoirs. Elle lui répond alors qu'il peut en gros anéantir des pays et des continents entiers, et même probablement le monde s'il le souhaite. Avec son pouvoir inégalé, il peut même devenir le roi de son propre pays, et avec sa puissance illimitée et sans pareil, il pourrait écraser le héros de n'importe quelle histoire fictive, même avec un harem de filles d'anime illimité, et s'acheter un chemin pour devenir un Elon Musk puissance 1 million. Ainsi, le lendemain, Taichi s'entraîne avec Lamia, tandis que Rin s'entraîne avec Miura, afin de libérer leur potentiel en tant que magicien. Il s'avère que Rin est en fait une sorte d'avatar, grâce à sa capacité à contrôler et utiliser les 4 éléments, ce qui fait d'elle une magicienne quad, élémentaire et l'élève, parfaite à entraîner pour Miura, qui, elle, peut contrôler 2 éléments. Mais Taichi n'est pas comme elle, car il s'avère qu'il ne peut contrôler aucun élément. La Maya lui dit qu'il est un sorcier, un type de magicien unique, capable de libérer les pouvoirs des esprits élémentaires qui existent dans leur monde. En gros, il peut commander aux esprits élémentaires de se battre pour lui tout en ayant accès à tout leur plein pouvoir. Mais pour réellement y parvenir, il doit accepter certaines conditions générales, un pacte si l'on veut, afin de débloquer tout son potentiel. Alors Lamia lui enseigne les bases du contrôle de son pouvoir pour déterminer quel type de sorcier il est. Mais son endurance est littéralement nulle, il ne peut donc pas faire grand chose. Pendant ce temps, l'entraînement de Rin se passe à merveille, car c'est une intello sérieuse qui a été attentive pendant les cours de sciences, appliquant les lois de la physique du monde réel à ses capacités magiques, et créant un nouveau type de feu que même Miura elle-même n'avait jamais vu auparavant. Après quelques heures, elle rend visite à Taichi, qui est extrêmement fatigué après une longue session à ne rien faire et à n'obtenir aucun résultat. Il lui dit qu'il ne peut pas manifester ses pouvoirs, donc tout cela n'a aucun sens. Mais elle lui dit de se concentrer et de se focaliser sur son pouvoir intérieur. Alors, il ferme les yeux et commence à se concentrer sur sa puissance. Et après quelques secondes, il commence à entendre la même voix qu'il entend depuis qu'ils ont été transportés dans ce monde. La voix le guide là où il devrait concentrer son attention. Alors il la suit, et après quelques secondes de plus, ses mains commencent à briller comme un smartphone à 3 h du matin, révélant l'un de ses nouveaux pouvoirs. Après avoir débloqué leur pouvoir, le duo retourne à la maison, et Taichi mange le dîner de tout le monde comme si c'était le dernier repas sur Terre. Lamia les félicite d'avoir appris quelque chose de nouveau, mais dit à Taichi qu'elle va lui enseigner une magie encore plus terrible. Car il n'a rien fait de particulièrement intéressant à part faire briller sa main de façon éclatante. Elle va devenir physique avec lui, et par là, elle entend que Taichi sera poussé à la limite absolue de sa capacité magique, pendant qu'elle se régalera de son énergie comme une vampire professionnelle. Et donc le lendemain, Tesh se rend sur le terrain pour la remplir, mais il s'avère que c'est une arnaque, car il va en fait combattre des loups géants pour s'entraîner, tandis que Rin fait frire des lapins sauvages à tout va, mais leur entraînement est vite interrompu lorsqu'un de ses chevaux musclés et horribles réapparaît. Cependant, ils sont devenus si puissants qu'ils ont en fait sauté tout le combat et sont passés directement à la cinématique de célébration. Lamia les félicite tous les deux pour le travail bien fait, leur disant qu'ils sont maintenant diplômés de son cours d'entraînement de magie rapide et peuvent désormais être considérés comme des aventuriers à part entière. Mais, avant de les renvoyer à Aspire, elle leur révèle qu'ils sont appelés les Égarés, des individus qui sont invoqués de leur propre monde et amenés dans celui-ci par un événement puissant ou un sorcier puissant. Mais elle parie qu'ils ont été invoqués par un sorcier puissant capable de manier la magie spatio-temporelle. Alors s'ils veulent rentrer chez eux sains et saufs, il ferait mieux de commencer à traquer ce sorcier et de lui demander pourquoi ils ont été invoqués en premier lieu, et comment retourner dans leur monde d'origine. En entendant cela, Taichi, avec un sourire aux lèvres, dit à tout le monde qu'il va botter le cul de ce sorcier une fois qu'il aura découvert où il se cache, et là, tout le monde applaudit. Plus tard cette nuit-là, ses mains recommencent à briller, et une voix mystérieuse l'appelle par son nom. La voix leur dit qu'il est stupide, mais qu'elle va le rencontrer très bientôt. Le lendemain, lui et Rin retournent à Aspire et commencent à faire quelques quêtes secondaires ici, et là, pour se faire de l'argent et obtenir une promotion du rang E, qui est le rang le plus bas en tant qu'aventurier. Après 2 semaines, alors qu'il cherchait des zones potentielles à explorer pour gagner de l'argent, Almeida, la servante de la guilde, donne à Taichi une lettre de convocation venant de la guilde. En arrivant au bureau de Gérard, Marie leur remet des informations sur leur nouvelle quête. Apparemment, des marchandises étaient volées dans des magasins et des chariots, et Gérard pense qu'ils savent où les biens volés sont vendus, à savoir un bar quelque part en ville. L'objectif de Taichi est d'observer l'endroit, d'enquêter pour savoir si les rapports sont vrais, et d'appréhender toute personne impliquée dans ce qui se passe là-bas. En lisant les informations de la quête, il se plaint que la quête est d'un rang supérieur au leur, soit le rang D,
Mais Gérard insiste pour qu'ils acceptent la quête parce que c'est un salaud radin et qu'il ne va pas commencer à augmenter les récompenses pour une enquête de contrebande quand il y a un aventurier de rang E jetable sur lequel Cain peut compter. Mais plus important encore, s'ils acceptent la mission, ils seront promus au rang D, ce qui signifie qu'ils pourront entreprendre des quêtes plus difficiles mais plus gratifiantes. Alors, en entendant cette proposition, Taichi et Rin acceptent le travail et se rendent dans les bidonvilles pour commencer leur quête. En chemin, ils s'arrêtent un instant pour acheter des fruits, mais c'est si cher qu'ils ne peuvent en acheter que 3 pour une pièce d'argent. C'est là qu'ils réalisent à quel point le problème de la contrebande est grave, d'autant plus que la ville dépend fortement des marchandises importées. Et s'ils ne peuvent pas aller au fond des choses, ce sera la première ville d'anime isekai si pauvre que les citoyens mourront de faim. Le vendeur leur dit aussi que des rumeurs circulent selon lesquelles la contrebande n'est pas la seule cause de ce problème, car divers monstres s'attaquent également aux caravanes commerciales. En gros, la logistique est ruinée, et tout le monde en ville sera bientôt ruiné si Taichi et Rin échouent tous les deux à leur mission. Alors, pour régler ce désordre et empêcher que les choses ne dégénèrent en un chaos profond, le duo visite le bar signalé et commence à poser des questions, laissant tomber un sac d'or pour conclure un accord avec eux. Mais le barman leur dit de s'en aller parce qu'ils ne vont pas tomber dans le piège des flics et de l'appât évident du fisc. Alors le barman commence à les encercler pour les tabasser, mais ce fut une erreur de leur part, car Taichi les tabasse à la place. L'un des gars avoue qu'un homme leur a demandé de faire passer des marchandises en contrebande et de les envoyer au bar. Selon eux, lorsqu'ils sont arrivés à l'un des chariots ciblés, il avait déjà été attaqué et il ne restait rien d'autre que la cargaison. Alors ils ont pris le butin et l'ont déposé à l'entrée de la ville. Après la confrontation, le barman lui dit de partir déjà parce que c'est une chose habituelle de toute façon et qu'il n'a pas besoin de leur argent. Alors le duo ressort les mains vides, mais au moins ils ont une piste maintenant, et ils savent exactement où aller ensuite. En chemin vers l'entrée d'Aspire, un groupe de stupides imbéciles surgit de nulle part pour leur tendre une embuscade. Des assassines bloquent leur chemin et s'en prennent immédiatement à Rin, mais Taichi prend la ligne de front et affronte l'une des assassines. Il utilise ensuite des pouvoirs Jedi pour envoyer quelqu'un voler contre un mur de briques, endommageant de façon permanente sa moelle épinière, tandis que Rin utilise la maîtrise de l'air pour la plaquer au sol. Taichi porte le coup de grâce en assommant l'assassine. Avec l'une des assassines inconscientes, il leur demande ce qu'elles vont faire et l'une des assassines lance une grenade fumigène, disparaissant de la scène. Cependant, une fois que la fumée se dissipe, il est assez clair qu'elles ne se soucient pas de leur coéquipière et ont laissé l'une de leurs camarades derrière elle. Alors, ils capturent l'assassine et la ramènent à la guilde où Gérard l'emprisonne pour le moment. Le lendemain, ils visitent à nouveau la guilde et Miura les félicite pour leur récente promotion au rang D avant de parler de leur prochain objectif, qui est d'enquêter sur les attaques de monstres signalées sur les caravanes commerciales. Taichi lui dit que tout va s'effondrer plus vite qu'il ne peut les obtenir, car la nuit dernière, il pouvait encore se permettre d'acheter 3 fruits pour une pièce d'argent, mais maintenant, ils ne peuvent en obtenir qu'un seul, et il ne peut même pas trouver une seule fille pour lui-même. Alors, Miura leur demande de faire équipe avec elle parce qu'elle a une piste et qu'ils doivent y aller vite. Apparemment, un puissant magicien est soupçonné d'être l'un des coupables qui volent des fruits dans une ferme voisine, et les agriculteurs ne peuvent pas riposter parce qu'ils ont des fourches et des houes au lieu de fusils d'assaut et de mitrailleuses. Quelques heures plus tard, le groupe arrive et rencontre les agriculteurs, y compris Cassim, qui leur dit que c'est lui qui a déposé la demande. Mais quand il lui serre la main, Taichi sent que quelque chose ne va pas chez lui, mais n'en parle à personne. Les agriculteurs les conduisent ensuite à la plantation, et le détecteur de conneries de Rin se déclenche, indiquant la présence d'un sale type et de 3 modérateurs, Reddit, à proximité. Quand les monstres apparaissent, le trio se déchaîne, Miura abattant les cochons comme s'il s'agissait d'un défi de cuisine chronométré. Pendant ce temps, Taichi s'attaque à l'ogre et lui donne un coup de poing si fort à la tête. Après avoir terminé leur quête, il fait part à tout le monde de ses soupçons et de la façon dont il tombe probablement dans un piège, mais Miura lui dit qu'il est probablement trop tôt pour les spoilers. Elle leur dit que ce sur quoi ils devraient se concentrer, c'est le puissant magicien derrière tous les vols. Le lendemain, Taichi et les agriculteurs visitent à nouveau la plantation pour faire leur patrouille habituelle, mais Miura remarque des empreintes de pas qui les mènent à un feu de camp récemment éteint, indiquant que les rapports sont vrais et qu'il y a bien quelqu'un qui vole les fruits, et c'est probablement le même magicien dont ils n'ont pas encore découvert l'identité. Le détecteur de faux de Rin recommence à biper, leur disant qu'ils ont probablement affaire à 3 personnes cette fois-ci. Alors ils se dirigent immédiatement vers la zone où se trouvent les coupables. Quand ils arrivent, Taichi les interroge et menace de les envoyer au Brésil, leur faisant une peur bleue. Alors les voleurs avouent leur crime et leur disent que c'était la faute de la mage féminine, car elle les avait piégés pour qu'ils échouent. Après avoir confirmé qu'ils étaient liés à la mage féminine, leur travail est pratiquement à moitié fait. Cassim exprime sa gratitude pour les avoir aidés, lui et les agriculteurs, à capturer les petits criminels, mais Taichi le confronte sur la douceur de sa main, il le prend presque pour un fanbois. Il remarque à quel point les mains des agriculteurs sont rugueuses et calleuses comparées aux siennes, ce qui le rend le plus suspect de toutes les personnes qu'ils ont rencontrées jusqu'à présent.
On dirait qu'il est uniquement sur un mode grind Reddit à plein temps. Ses mains sont trop propres, alors il le questionne davantage, mais c'est à ce moment-là que Cassim dit enfin « Chiche, vous m'avez eu », se révélant être le cerveau derrière toutes les pitreries qui se déroulent autour d'eux. Apparemment, tout n'est qu'un test pour les attirer au milieu de la plantation, car il a besoin de connaître ses adversaires et ce à quoi il a affaire, louant Taichi pour son talent louable, mais il les traite de stupides pour avoir été trop négligents, puis soudain, une femme nommée Grammy apparaît devant eux. Elle déclare qu'elle va combattre les filles, tandis que Cassim va faire un 1 contre 1 avec Taichi pour voir qui est le plus fort. Cassim sort immédiatement son Pokémon, invoquant un élémentaire de givre pour combattre à ses côtés. Taichi se renforce et se jette dans la bataille, ne laissant aucune marge de manœuvre à Cassim pour contre-attaquer, mais lorsqu'il porte une attaque sur l'élémentaire de givre, il le traverse simplement, donc il n'a en fait porté aucune attaque du tout. Cassim le traite d'idiot pour avoir attaqué un élémentaire sans corps, se moquant de ses capacités parce qu'il ne peut littéralement pas blesser ce monstre à moins de pouvoir libérer sa propre magie. Cela signifie que l'élémentaire de givre est en fait l'adversaire parfait pour Rin et Mura, et Gromy pour lui. Mais parce qu'ils sont séparés, il ne peut vraiment rien faire sans mettre en danger ces deux membres du groupe. Alors, il continue d'attaquer l'élémentaire de givre, mais comme il n'a pas de corps, il régénère simplement ce qui semble être son corps. Mais il est clair que l'élémentaire a le dessus dans cette bataille et en gros, la stupidité de Taichi n'est pas de ce monde. Alors, pour le défier mentalement encore plus, Cassim donne à l'élémentaire de givre une boulette de viande magique, faisant évoluer le monstre en un élémentaire rouge, augmentant encore sa puissance par 10. Avec sa forme évoluée, il est beaucoup plus rapide, plus fort, meilleur et stupidement surpuissant, à tel point qu'une simple charge envoie Taichi voler, lui donnant la capacité de tousser du ketchup. Et Zem lui dit que tout ce qu'il veut c'est son pouvoir, et la raison pour laquelle il a inventé toutes ces histoires de voleurs de fruits et de raids de caravanes, c'était parce qu'il voulait les attirer tous les trois au milieu de nulle part, afin de pouvoir s'approprier tout leur pouvoir. Mais pour ce faire, il devra d'abord l'enchaîner, et ensuite il vendra Miura et Rin aux gens affamés en dehors de leur pays. Cela met Taichi en colère, mais il n'est pas de taille face à l'élémentaire rouge, parce qu'il est si faible qu'il ne peut même pas le blesser. Cassim rejoint Grammy, qui est complètement vaincu par le combo lesbien de Rin et Miura, leur montrant un Taichi gravement blessé et inconscient. Mais il se réveille, alors l'élémentaire rouge lui marche dessus à nouveau, forçant le duo à céder aux exigences de Cassim. Voyant qu'il est sur le point de perdre les deux filles, Taichi ne peut s'empêcher d'étrangler Cassim, mais il est trop faible pour faire quoi que ce soit, alors il perd connaissance. Pendant cette période, il se réveille dans son esprit et entend la même voix qu'il a entendue tout ce temps. Il pense qu'il devient fou, l'orbe verte lui demande s'il veut du pouvoir, et bien sûr il dit oui. Alors l'orbe verte lui donne le pouvoir, activant Ezoyam comme s'il était CG et lui disant que son nom est Ariel. Après cet échange, il retourne dans le monde des mortels et obtient enfin la transformation qu'il attendait. Il devient enfin le magicien mouton d'Isekai, acquérant le pouvoir de l'élémentaire de l'air, Ariel, et terrassant l'élémentaire rouge d'un seul coup avec la pleine puissance du dernier maître de l'air. Voyant l'élémentaire vaincu, Cassim et Gromy battent en retraite, mais il n'a aucune intention de les laisser s'échapper. Cependant, les effets secondaires de leur pacte informel commencent à peser lourdement sur son corps. Alors, dans un ultime effort pour vaincre Cassim, Taichi démembre le bras droit de ce dernier avant de perdre connaissance. Après le combat, il se réveille dans l'une des chambres de la maison de Lamia. Voyant qu'il est pratiquement rétabli, Lamia lui offre un buffet afin qu'il puisse récupérer toute l'énergie qu'il a perdue. Une fois son repas terminé, elle lui explique enfin ce qui se passe. Il s'avère qu'après cela, le magicien tricker d'Isekai Taichi est tombé dans le coma et est resté pratiquement un légume toute la semaine en raison des graves punitions reçues pour avoir lancé une attaque totale. Apparemment, son gain de puissance n'est pas vraiment gratuit et n'est pas du tout une tricherie, car il a subi les inconvénients de libérer toute sa puissance. Sa capacité magique de 120 000 points a été entièrement vidée après sa transformation. Ainsi, la récupérer entièrement a pris à son corps la durée stupéfiante de 7 jours pour se régénérer complètement à partir de 0. Grâce à Miura et Rin, il parvient à récupérer plus rapidement sous leurs soins. Cependant, elle l'interroge sur ce qui s'est passé dans la forêt et qui a conduit à son état végétatif. Après avoir entendu son récit, elle pense que cela a été causé par un rituel appelé le pacte cramoisi, une puissante magie rituelle qui transforme les monstres ordinaires en machines à tuer ivres d'énergie et de rage. Ce pacte puissant utilise le sang des hommes et des monstres tombés au combat, transférant leur énergie dans une boule de chair faite de pure magie, transformant les monstres ordinaires en monstres ordinaires, mais ils sont rouges et très en colère. Elle apprend également de Taichi qu'il a réussi à entrer en contact avec l'élémentaire du vent, Ariel. Il est donc désormais clair quel type de magicien unique il est. Il s'avère qu'il est en fait un invocateur, un puissant sorcier capable de commander et d'utiliser le pouvoir d'un élémentaire en forgeant un pacte contraignant avec eux. Plus le lien est puissant,
plus il devient fort. Et pour renforcer les 10 liens, il devra en fait devenir une sorte de joueur de simulation de rencontre à la Pokémon, car c'est le seul moyen d'augmenter ses pouvoirs et ceux de son esprit élémentaire. Plus tard, il retourne à Aspire après avoir récupéré ses pouvoirs et demande à Almeda où sont les filles. Mais elle n'a aucune idée de leur emplacement. Alors il sort un instant, réfléchissant à ce qu'il doit faire avec les informations qu'il possède sur ses nouvelles capacités. Alors qu'il se promène en ville, il tombe sur une altercation entre deux hommes forçant une jeune femme à les suivre. Il intervient donc, et la femme se dégage immédiatement de l'emprise des hommes, puis s'accroche à lui comme si elle le connaissait. L'un des hommes tente de le frapper, mais la femme tire Taichi hors de portée pendant qu'il contre-attaque, secouant les voyous comme une canette de soda. La femme le remercie ensuite de l'avoir sauvé, mais il sait très bien qu'elle aurait pu se sortir de cette situation sans son aide. Alors, la femme révèle qu'ils se sont déjà rencontrés et son nom est Anastasia, l'une des assassins qui l'ont attaqué, lui et Rin, il y a quelques semaines. Elle lui dit qu'elle a changé maintenant et a tourné une nouvelle page après avoir été humiliée et abandonnée par ses propres camarades. Alors, au lieu de poignarder des gens, elle attend juste que Taichi lui montre ses talents d'épéiste toute la nuit. Après cette brève rencontre, lui et Anna font équipe et commencent à enquêter sur ses anciens camarades, les traquant jusqu'à l'un de leurs anciens quartiers généraux dans le centre-ville. Après avoir neutralisé tous les gardes, Taichi fait exploser la porte et découvre une terrible information. Suivant les instructions sur le papier, lui et Anna arrivent à un tunnel souterrain menant plus profondément dans la ville elle-même. Le papier contient des informations sur une invasion imminente d'un nombre inconnu de hordes de gobelins sous les effets des pactes cramoisis, se préparant à piller la ville. Ils suivent donc la piste, qui les mène à une porte hermétiquement fermée. Ils prévoient de faire exploser la porte, comme toujours, mais Anna prend les devants et Locke crochette la porte, pensant qu'elle pourrait être piégée. Après avoir confirmé que ce n'est pas le cas, les deux s'engagent à l'intérieur pour enquêter et retrouver la horde de gobelins dont on parle. Pendant ce temps, Rin et Miura profitent de la vie nocturne quand soudain, un assassin encapuchonné les attaque. Miura ordonne à tout le monde d'évacuer et affronte l'assassin, tandis que Rin lance de la magie offensive pour la soutenir. Mais juste au moment où elle est sur le point d'achever l'assassin, elle est contrée par 3 mages sur le toit. Et puis Grammy apparaît derrière elle, assommant Miura avant de s'enfuir avec elle. Rin essaie de la suivre, mais l'assassin la maintient occupée, alors elle commence à lancer des sorts, vainquant les mages et l'assassin d'un seul coup. Elle rencontre bientôt Grammy une fois de plus, mais cette fois Grammy lui dit où Miura est détenue, et l'avertit qu'elle est sur le point d'être sacrifiée pour un pacte cramoisi. Si elle ne se dépêche pas, il ne restera plus rien de Miura et de ses oreilles pointues. Alors Rin bondit dans le bâtiment et gèle tout le monde, avant de libérer Miura de ses chaînes. Mais il semble que le cerveau derrière tout cela sache qu'elle arrive, car au moment où elle libère Miura, l'homme arrive accompagné de Cassim. Il admet que tout était son œuvre, y compris le mesquin stratagème de Cassim dont il s'est attribué le mérite. Mais il n'est pas là pour se battre car il n'est qu'un informateur et il les informe qu'une armée massive de plus de 3000 monstres marche vers les murs de la ville et qu'ils sont sur le point de déchaîner l'enfer sur ses citoyens s'ils tardent davantage. Entre traduire l'homme en justice et la sécurité des citoyens, les deux filles choisissent cette dernière option, se dirigeant immédiatement vers la guilde des aventuriers pour signaler ce qui se passe. La ville étant en péril, Gérard ordonne à Marie de lancer un appel aux armes pour que tous les aventuriers de la ville et des environs se rassemblent à la guilde, car ils sont sur le point de se diriger vers leur toute première guerre contre les monstres. Bien qu'ils souhaitent vraiment l'implication de Taichi, Rin et Miura l'assurent qu'elles feront ce que Taichi ne peut pas, être physiquement présent à 2 endroits à la fois. Lemia rejoint également le groupe car elle sait qu'elles auront besoin de son aide dans leur plus grande bataille à ce jour. 1 heure plus tard, la plupart des aventuriers arrivent à la guilde et commencent à planifier comment empêcher un siège. Mais étant donné leur nombre, la Mia estime qu'ils ne peuvent pas gaspiller de ressources dans une bataille d'attrition, car ils seraient pratiquement des cadavres ambulants dès qu'ils tenteraient cela. Au lieu de cela, elle opte pour un meilleur plan, anéantir les monstres avec une explosion magique de niveau tactique, ce qui sera épuisant même pour elle. Mais Rin a une meilleure idée et se porte volontaire pour réaliser une autre de ses idées magiques qui lui a fait se demander si la réalité avait un interrupteur de mode dessin animé. Son idée est de provoquer une explosion de souffle de vapeur, ce qui se produit généralement avec les volcans. En entendant ces idées folles, la guilde, Lemia et Miura la laissent simplement faire. Lorsque la première lumière du matin apparaît, la première horde de monstres arrive et elle attend patiemment avant de faire s'effondrer une grande partie des plaines, faisant tomber la plupart des monstres dans une fosse. Ensuite, elle commence à les noyer avec d'énormes quantités d'eau avant de la vaporiser avec une grande boule de feu, transformant toute la fosse en la pire reconstitution possible de l'éruption de Pompéi, soumettant des centaines de pauvres créatures à des horreurs créées par l'homme, au-delà de leur compréhension. La vague initiale anéantie, Gérard rallie tout le monde pour contre-attaquer et maintenir leur initiative.
Pendant ce temps, plus profondément dans les niveaux souterrains de la ville, un golem de terre écrase presque Anna. Mais Taichi la sauve et il promet que tant qu'il sera là, il ne permettra à personne ni à rien de lui faire du mal. Il lance une contre-attaque et détruit immédiatement le golem d'un seul coup, ce qui ouvre la pièce suivante, les menant à leur rencontre la plus terrible à ce jour. À l'intérieur se trouve un nid grouillant de gobelins furieux, excités par les drames d'internet et le pacte cramoisi, qui sont également commandés par deux petits amis nommés Melo et Milo. Taichi demande aux enfants ce qu'ils vont faire et les enfants lui disent que les gobelins ont l'ordre d'assaillir la ville et tous ses habitants. Il les avertit que les gobelins ne suivront pas leurs ordres, mais ils utilisent la même orbe du pacte cramoisi, libérant les gobelins sur lui et Anna. Mais dès qu'ils terminent leur rituel, la boule de cristal se brise et soudain les gobelins changent d'équipe et commencent à tirer amicalement sur les enfants aussi. Cependant, ils sauvent les deux enfants d'une mort certaine et de toutes les méfaits classiques des gobelins qui font hurler les aventuriers d'horreur. Anna est déjà encerclée par les gobelins, alors il prend les deux enfants et les laisse tous les deux au bon soin d'Anna, comme entraînement pour devenir une mère célibataire à l'avenir. Taichi ajuste ensuite son échelle de puissance au minimum pour minimiser la consommation de capacités magiques. Après quelques heures de combat, lui et les autres retournent rejoindre Gérard et l'armée d'aventuriers. Au même moment, les monstres du pacte cramoisi commencent à apparaître, avec 3 ogres peu attrayants à leur tête. Le Mia et les filles affrontent les ogres elles-mêmes, demandant au duo de la couvrir pendant qu'elle chante son sort le plus puissant. Après quelques secondes, elle déchaîne son attaque ultime et la lance vers les ogres, mais pour une raison quelconque, ils sont résistants et sont toujours debout après avoir encaissé de plein fouet son sort. Entendant l'explosion, Taichi dit à Anna de rester avec les blessés et de les soigner pendant qu'il va soutenir la Maya et les autres. Cependant, lorsqu'il arrive sur les lieux, il voit comment Rin ne parvient pas à achever l'un des ogres et se résigne à son sort. Juste au moment où les ogres sont sur le point de la transformer en crêpe, il bloque complètement le coup, sauvant la même idiote qui peut utiliser ses pouvoirs aériens pour se propulser hors de danger afin de sauver Miura, mais dans ce combat particulier, elle en est incapable. La Maya enchaîne et Miura emmène Rin avec elle quand il leur dit qu'il s'occupera des ogres restants. Ainsi, les 3 filles se retirent en sécurité pendant qu'il échange des coups avec le géant imposant, écrasant facilement le monstre d'un seul coup de poing. Mais les restes de l'armée de monstres sont encore nombreux et se dirigent maintenant vers leur position. Alors Taichi dit à Lamia et aux autres de les retenir pour le moment, laissant les magiciens jumeaux de la Terre rejoindre leur rang pendant qu'ils s'occupent des généraux ogres restants. Pendant que le reste de l'armée d'aventuriers combat les monstres restants, Lamia et les 2 filles prennent l'avant-garde, écrasant tous les monstres d'élite restants, écrasant même les monstres du pacte cramoisi avec leurs pouvoirs magiques combinés. Pendant ce temps, Taichi affronte les 2 généraux ogres restants, mais tout à coup le sol commence à trembler violemment. Et avant qu'il ne puisse achever les derniers généraux, un dragon à 2 têtes apparaît du sol, déchaînant toute sa puissance vers le ciel, grillant des centaines d'oiseaux qui ne faisaient qu'essayer d'être des oiseaux. Les 2 armées s'arrêtent, émerveillées par la puissance du dragon, mais Rin et les autres se dirigent immédiatement vers Taichi pour l'aider au combat. Il leur demande si tous ces combats déclenchent soudainement un combat de boss, mais Lamia explique que c'est complètement impossible, car les dragons sont au-dessus des hommes et des monstres, et selon elle, ils ne se soucient généralement pas de la guerre, ou de ce que les 2 camps se déchaînent l'un sur l'autre. C'est donc en fait la première fois qu'un dragon apparaît, et ils n'ont absolument aucune idée de la raison. Compte tenu de la situation actuelle, Taichi demande à Lemia de se replier vers la ville et d'évacuer les citoyens si le pire devait arriver, car il affrontera lui-même le dragon à 2 têtes. Rin reste avec lui, lui disant qu'ils font les choses ensemble comme d'habitude, mais il lui dit qu'elle devrait rester à l'écart car si le dragon essaie de la détruire, il agira par réflexe en essayant de la sauver, et cela suffira probablement à l'achever pour de bon. Après avoir dit cela, il se précipite immédiatement vers le dragon et commence à le combattre. Mais le dragon bloque simplement son attaque la plus puissante avec des involtures, le projetant en l'air comme s'il était un minable comme Krillin. Mais Rin ne quitte pas la bataille jusqu'à ce que Taichi affronte réellement le dragon de front et que l'une des têtes lui lance une boule de feu, l'avertissant de rester à l'écart de ce combat. Mais les choses tournent très mal quand Anna apparaît également au milieu de la bataille, apparemment hors d'elle. Ce n'est qu'en lui parlant qu'elle reprend ses esprits et elle n'a aucune idée de comment diable elle a atterri dans un endroit où elle n'a pas sa place. Taichi essaie de lui dire de s'en aller et de battre en retraite, mais l'une des têtes du dragon leur lance une boule de feu. Alors Anna essaie de le sauver en le repoussant. Cependant, la boule de feu la poignarde d'une manière ou d'une autre à l'estomac, la faisant mourir en quelques secondes au lieu d'être incinérée en poussière. La mort d'Anna provoque chez Taichi une augmentation massive de puissance en raison de toute la rage et de la haine intense qu'il ressentait en lui, ce qui est la condition requise pour utiliser pleinement le pouvoir d'Ariel. L'élémentaire du vent s'excuse auprès de lui de son incapacité à sauver Anna en lui donnant des pouvoirs pour la protéger.
car l'une des règles fondamentales du monde est que Taichi et elle consentent mutuellement à une voie contraignante. La seule fois où elle lui a permis d'avoir un gain de puissance ne se reproduira pas une seconde fois, sinon elle ressentira la pire des douleurs. Elle explique que c'est son rôle de la commander en tant qu'invocateur d'esprit, et pour la commander, il aura besoin d'émotions brutes et pures, comme la colère ou la haine. Et les esprits comme elle ne sont pas autorisés à utiliser leur pouvoir sans l'ordre de l'invocateur, sans son commandement. Elle lui demande de conclure un pacte formel avec elle pour utiliser pleinement ses pouvoirs, et pour cela, il doit avoir la conviction de s'engager à être un invocateur, son maître. En entendant cette révélation, Taichi lui dit que ce n'est pas sa faute, mais la sienne, car il a manqué de résolution et de conviction pour utiliser correctement ses pouvoirs. Il sait que c'est sa faute et qu'il a eu ce qu'il méritait, tout cela parce qu'il est trop effrayé pour réellement utiliser ses pouvoirs sans se faire pipi dessus face à cette puissance déchaînée qui peut raser des nations entières et renverser des civilisations, les renvoyant à l'âge de pierre en un seul coup. Alors, réalisant ce qu'il peut perdre en étant faible et pathétique, il embrasse pleinement la responsabilité d'être l'homme le plus puissant du monde, et puise dans sa résolution pour enfin accepter la proposition d'Ariel, lui ordonnant de lui prêter ses pouvoirs. Alors qu'il retourne dans le royaume des mortels, il conduit Anna à Rin et affronte le dragon pour le deuxième round. Cette fois, il est devenu un invocateur à part entière, commandant toute la puissance du vent. Avec ce pouvoir, il demande au dragon pourquoi il se mêle des affaires humaines comme la guerre contre les monstres, et le dragon lui dit que s'il peut le vaincre, il répondra à ses questions. Le dragon s'envole alors haut dans le ciel et déchaîne un double rayon de glace et de feu. Taichi le contre avec ses pouvoirs éoliens, projetant le dragon au sol d'un seul coup. Lorsque le dragon se rétablit, il honore leurs termes et lui dit enfin ce qu'il en est, chéri. Apparemment, la raison pour laquelle il apparaît dans la bataille est de tester les pouvoirs de Taichi et de voir s'il est réellement à la hauteur de la tâche, car un certain individu a demandé son aide et il a donné ses pouvoirs à cette personne mystérieuse parce qu'il croyait aux idéaux que cette personne défend. De plus, l'arrivée de Taichi et Rin dans leur monde n'est pas due à un simple accident ou autre, mais ils joueront un rôle majeur dans une bataille importante qui décidera bientôt du destin du monde. Avant de partir, le dragon dit à Taichi qu'à l'avenir, toutes ses actions et tous les endroits où elles le mèneront seront guidés par cette personne mystérieuse, qu'il le veuille ou non. Il l'avertit que des ennemis plus puissants deviendront bientôt un obstacle pour lui, et s'il veut protéger ce qui lui est le plus précieux, il devra devenir plus fort qu'il ne l'est actuellement. Et ainsi la bataille se termine par la victoire suprême de l'armée d'aventuriers, tout cela grâce aux efforts de Taichi et Rin. Après la bataille, les citoyens d'Aspyr devront maintenant nettoyer le désordre, y compris réparer la terre que Rin a détruite, ainsi que les énormes trous laissés par les conséquences du combat. Pendant les 2 jours suivants, la ville rétablit lentement ses routes commerciales et sa stabilité économique, mais Taichi pleure toujours la perte de son amie Anna. Il aurait pu facilement la séduire si ce type n'était pas intervenu, ce double idiot. Grâce à sa mort, cependant, il a maintenant le pouvoir suffisant pour protéger tout le monde, y compris les filles d'animes aléatoires que l'univers insiste pour qu'il rencontre. Quelques jours plus tard, lui et Rin retournent à la maison de Lamia où il leur montre Ariel comme sa nouvelle invocation élémentaire. Tout le monde le félicite pour son nouveau pouvoir, mais les choses ne sont pas encore terminées car tout à coup, une calèche de la capitale royale de Winifex arrive. Une femme nommée Alcina Norman se présente comme la page royale et la fille du noble marquis de la capitale, les informant que le roi Gilmar lui-même demande leur comparution immédiate. Alors, le groupe voyage avec elle et en chemin, Rin lui demande s'il y a un problème à la cour, d'autant plus qu'ils ont tous été convoqués si brusquement. Rin a vu juste car Alcina leur dit qu'il y a, en effet, un problème à la cour. Au cours des 3 dernières décennies, le royaume magique d'Elisdan, qui comprend la ville d'Aspyr et bien d'autres, a été gouverné par l'équilibre des pouvoirs entre la faction du roi Gilmar et le conseil du duc d'Orteshim. Cependant, la politique étrangère diplomatique du roi Gilmar est fortement combattue par le duc, son jeune frère, à chaque étape, provoquant une discorde entre les 2 frères, ainsi qu'entre leurs factions respectives. Le roi Gilmar croit qu'envoyer des magiciens dans le cadre de sa quête de diplomatie et d'internationalisation renforcera le royaume. Mais le duc d'Orteshim estime que c'est insensé car leurs magiciens sont la puissance et la fierté du royaume magique d'Elastan. Les envoyer en mission diplomatique affaiblira gravement la puissance militaire et les défenses du royaume, ce qui pourrait amener d'autres nations à exploiter cette faiblesse évitable. Ainsi, une révolte se prépare et est sur le point d'éclater à tout moment. Le roi Gilmar demande aux 4 héros d'Aspyr de les aider à résoudre le conflit avant qu'il ne se transforme en une guerre civile sanglante. Lorsqu'ils arrivent à la capitale, cependant, ils constatent que c'est pratiquement une ville fantôme, et les gens ferment leurs fenêtres chaque fois que Taichi les regarde. La situation est assez sombre, mais c'est encore plus évident lorsqu'un assassin tente d'éliminer Alcena, ce que Taichi empêche habilement de se produire.
Après cet incident, le groupe entre directement dans la salle du trône où le roi Gilmar et sa cour attendent. Mais l'atmosphère de la pièce est tendue et des yeux vigilants suivent attentivement leurs mouvements. Alors Alcena brise la glace en présentant le groupe à Bella, la magicienne en chef, au général Sumela, le commandant de l'armée, et à la princesse Charlotte Elastin. Quelques secondes plus tard, le roi Gilmar arrive et se présente tout en félicitant Taichi et les autres pour leurs efforts lors de la défense d'Asbir. Mais l'amiral l'interrompt et lui demande avec désinvolture ce qu'il cherche réellement. Tout le monde est choqué d'entendre cette démonstration d'impudence, car c'est la première fois qu'il voit quelqu'un parler si désinvolture au roi, ce qui est généralement passible de décapitation. Alors Gilmar renvoie tout le monde et leur dit de partir pour le moment car ils vont parler affaires. Une fois que tout le monde a quitté la pièce, Gilmar lui dit qu'elle n'a pas changé d'un iota, indiquant qu'ils étaient autrefois au même niveau. Mais il en vient à la vraie raison de leur présence ici, les manigances du duc d'Ordashim. Cependant, Lumia l'interrompt de nouveau, lui disant qu'ils n'accepteront le travail que s'il peut satisfaire leurs exigences. Gilmar, résigné, accepte son sort et s'y plie. Avant de partir, elle lui demande s'il est bien à l'origine de l'invocation de Taichi et Ren. Il avoue que oui, et que la raison est de l'aider à étouffer une possible rébellion grâce à leur pouvoir, une situation délicate. En entendant cela, Taichi s'avance et confronte le roi, car il les a en fait privés d'une vie d'adolescent tout à fait normale, en les plongeant directement dans un monde où ils ont failli mourir face à un cheval dopé, une expérience traumatisante. Mais maintenant, ils devront faire face à une guerre civile qui ne concerne absolument pas des adolescents, contraints de devenir les armes du roi pour abattre ses ennemis. De plus, Lemia et Miura lui expliquent que le duo vient d'un monde paisible sans guerre, c'est donc une situation vraiment compliquée, mais Gilmar les assure qu'il assumera l'entière responsabilité de tout cela. Après la réunion, Taichi et Rin peuvent enfin se reposer, mais Alcina leur rend visite dans leur chambre, accompagnée de la princesse Charlotte. Charlotte s'excuse auprès d'eux deux, révélant qu'elle est une magicienne capable de manipuler la magie spatio-temporelle, et la véritable magicienne qui les a invoqués initialement, ce qui est une surprise. Elle s'excuse de les avoir invoqués tous les deux, et de les avoir déposés dans une zone infestée de monstres. Selon elle, la raison de leur invocation est qu'elle croit en la vision du roi Gilmar d'apporter la paix et la stabilité au royaume par des mesures diplomatiques, et elles partagent le même désir ardent de mener leur nation vers un avenir prospère et meilleur. Et parce qu'elle est profondément attachée à la mission du roi Gilmar, elle estime devoir remplir ses devoirs de princesse en utilisant ses pouvoirs pour invoquer toute forme de vie capable de comprendre leur langue, leur système de magie, ainsi que leur programme politique, une tâche complexe. Ces exigences correspondaient à Taichi en tant qu'élu, mais à cause de l'insouciance de Charlotte, Rin fut également téléporté avec lui lorsque les assassins du duc firent irruption dans la salle d'invocation. Elle s'excuse pour ce qui s'est passé, surtout auprès de Rin, car selon elle, effectuer la même magie d'invocation qu'elle n'est possible qu'une seule fois dans une vie entière. Donc, en gros, le destin de Taichi et Rin est scellé pour un bon bout de temps, car ils ne peuvent pas rentrer de sitôt. Mais Charlotte promet que, une fois la guerre civile terminée, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour les renvoyer au Japon, le jurant sur son âme, un engagement solennel. Mais le duo lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils ont rencontré des amis en chemin, et même si l'un d'eux venait à mourir, ils partagent tout le même désir de protéger les foyers de leurs amis, ce qui inclut l'intégralité du pays, une noble cause. Le Mia fait alors irruption dans la pièce et dit à Han de se préparer, car ils vont combattre dans l'arène du château, surtout Taichi. La générale Semela apparaît peu après, lui disant qu'elle doit évaluer sa valeur, car le roi Gilmar apprécie leur présence. Mais elle ne peut pas dire s'ils sont de simples mauviettes ou vraiment différents. Pour le prouver, il devra la combattre. C'est un défi. Sans perdre une seconde, elle bondit immédiatement à l'action et l'attaque. Taichi part les coups avec succès, mais il a du mal à maintenir sa posture à cause des attaques incessantes de Sumela, différentes de tout ce qu'il a connu. Il essaie alors d'utiliser les pouvoirs d'Ari, mais il réalise que cela pourrait en fait tuer la générale. Une situation délicate. Au lieu de cela, il se contente d'améliorer son corps, suffisamment pour briser leurs deux épées en deux, la forçant à combattre au corps à corps. Mais après avoir réussi à vaincre Sumela, elle le met également à terre, lui demandant de la prendre pour épouse, allant même jusqu'à s'offrir comme concubine s'il avait déjà quelqu'un en tête, une proposition audacieuse. Elle lui dit qu'elle apprécie les gens forts et que, parce qu'il est fort, elle aimerait vraiment être sa femme, exigeant d'avoir au moins 3 enfants avec lui, un désir très clair. Plus tard cette nuit-là, il invoque Eri et lui parle de ses difficultés à manier un pouvoir immense, car il sait qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité, et il n'est pas le genre de personne à toujours assumer ses responsabilités. Ce qui le tourmente. Harry lui fait remarquer qu'il a probablement juste peur de blesser les gens, même si ces mêmes personnes le blesseront de toute façon. Cette peur mène à son anxiété et à cette faiblesse flagrante de se dédier à une cause valable, comme protéger les gens autour de lui, une tâche essentielle. Car agir ainsi signifie aussi qu'il devra blesser des gens afin de protéger ceux qui lui sont chers, surtout Rin, dont il ne veut absolument pas qu'elle se salisse les mains avec le sang d'autrui, une préoccupation majeure.
Il veut que Rin vive une vie de lycéenne heureuse et normale, comme une adolescente ordinaire, alors il préfère faire le sale boulot plutôt que de l'entraîner dans la boue avec lui. Ainsi, après cette discussion, il visite sa chambre et la trouve sortant de la douche. En la voyant, il déclare victoire par l'art ancestral des pompes, un moment inattendu. Le lendemain, en se promenant dans le palais, il trouve Rin en train d'arroser les plantes, une scène paisible. Elle mentionne à quel point l'état du jardin est désolé, ce qui reflète la capitale et la nation dans son ensemble. Les choses sont sur le point de dégénérer très rapidement, car dans son domaine, le duc d'Ortesheim vient de permettre à Marcus Nilgan de lancer une frappe préventive et d'initier un siège sur la ville de Wenefex, mobilisant une armée de 1000 hommes qui arrivera à l'aube le lendemain. Une menace imminente, la magicienne en chef Bella fait son rapport à Gilmar et l'informe de la situation actuelle dans laquelle il se trouve. Gilmar ordonne donc à elle et à Samela de mobiliser leurs forces et de se préparer pour l'assaut, une tâche urgente. Cependant, Samela informe tout le monde du plan, et il semble que l'armée de 1000 hommes soit tout ce qu'ils peuvent se permettre. Si le pire devait arriver, elle enverrait Rin et Taichi porter le coup final. Mais Taichi doute de ses capacités et pense qu'il serait plus utile à chasser des monstres plutôt que des humains, une hésitation compréhensible. Alors le Mia lui dit d'arrêter de penser comme un mal bêta et de se concentrer sur l'état d'esprit du mal sigma qui est de protéger ses proches, même s'il doit blesser quelqu'un, une philosophie déviée. Plus tard cette nuit-là, il rend visite à Ren et elle lui demande de rester avec lui pour le moment. Elle se remémore le bon vieux temps pensant qu'ils faisaient des choses stupides ensemble, mais maintenant c'est bien plus absurde, car ils peuvent simplement vaporiser quelqu'un à mort, une réalité effrayante. De plus, ils détiennent un pouvoir qu'un lycéen ou une lycéenne ordinaire ne devrait pas avoir, ce qui la rend anxieuse et effrayée, même alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans une guerre civile. Alors Taichi lui dit qu'elle n'a pas besoin de se battre, car c'est lui qui a été invoqué en premier lieu et combattre des gens ne devrait pas être son objectif pour l'avenir, une position claire. Mais elle insiste sur le fait que c'est aussi son combat, car elle a choisi de l'accompagner et donc, même si elle est effrayée et craint de blesser des gens, elle aussi se battra pour ce qu'elle croit juste et protégera les personnes les plus importantes pour elle, tout comme lui, une détermination sans faille. Taichi comprend sa résolution et accepte sa conviction, mais il promet qu'il la protégera quoi qu'il arrive. Mais juste au moment où il s'apprête à agir, il sent que quelque chose ne va pas et ferme immédiatement les fenêtres, un réflexe instinctif. Dans l'autre pièce, Lamia sent également la présence de quelqu'un et se dirige immédiatement vers leur chambre. Quelques minutes plus tard, un assassin entre dans leur pièce et poignarde le lit, mais il n'y a personne, une ruse bien orchestrée. Taichi entre dans la pièce avec les filles, espérant interroger l'assassin pour obtenir plus d'informations, mais l'assassin se jette sur eux, couteau à la main, ce qui pousse Taichi à agir par réflexe, le frappant pour avoir tenté d'attaquer Rin. Mais le mieux l'arrête, ce que l'assassin utilise pour sauter du bus de combat comme s'il était dans Fortnite, une évasion rapide. Le lendemain, les forces royales se tiennent prêtes aux portes de la ville, attendant l'affrontement inévitable entre leur armée et les insurgés du duc d'Orteshin. Ils pensaient initialement n'affronter que 1000 hommes, mais il semble qu'ils soient renforcés par 2000 de plus, une augmentation significative des effectifs. Les lignes ennemies confirmées, Taichi poursuit leur plan et déchaîne le pouvoir d'Arès, créant une grande faille entre l'armée du duc d'Ortushim et les forces de la capitale. Mais le marquis Nogan contre-attaque avec sa magie, faisant pleuvoir un barrage de sorts d'artillerie, semant le chaos parmi les effectifs supérieurs de la force de la capitale, une situation critique. Kaiji analyse la situation, et il semble que le marquis et ses mages soient en possession d'un anneau magique qui peut apparemment lancer des sorts sans aucune contrepartie. La Maya pense que ces objets vont drainer la force vitale de l'utilisateur tant qu'ils les utiliseront, ce qui ne fait absolument pas partie de leur plan initial. Ishii veut éviter autant de pertes que possible, car ce sont toujours des citoyens du pays, et il ne veut pas qu'une guerre inutile s'intensifie davantage. Alors le Maya élabore un plan et utilise le pouvoir de Rin pour créer de la pluie, dissipant la concentration des insurgés avant de les frapper avec un choc qui rendrait jaloux n'importe quel Pokémon électrique, une stratégie brillante. L'un des aides du duc, Inimicus, apparaît devant le marquis et lui explique ce qui se passe, tout cela avant de le poignarder à mort. Le marquis vaincu et ses forces trop paralysées pour bouger, les forces de la capitale gagnent par défaut et capturent avec succès une grande partie des troupes du duc, une victoire décisive. La capitale étant à l'abri du siège, tout le monde commence un festin gigantesque, célébrant leur première victoire contre eux-mêmes. Cependant, il est encore très évident que le duc ne laissera pas passer cela, une certitude amère, une paix temporaire ne signifie pas vraiment que tout est terminé, car le lendemain le roi Gilmar les convoque à nouveau pour discuter de leur prochaine étape. Mais avant toute chose, il récompense leurs efforts en les laissant choisir dans l'armurerie royale, qui abrite toutes les armes légendaires du royaume, un honneur considérable. Charlotte a fait un effort pour le convaincre de les laisser utiliser les armes pour eux-mêmes, afin qu'ils puissent gagner plus de batailles pour eux. Miura prend l'une des dagues en mithril, Rin prend un bâton légendaire, Lamia prend un anneau magique, et comme ce que tout homme désire le plus, Taichi choisit un katana, un choix emblématique. Le groupe armé est prêt, Sumela le défie à nouveau en duel, surtout maintenant qu'il est beaucoup plus fort qu'il y a quelques jours. Cependant, les effets de la suralimentation l'épuisent toujours. Alors il fait un effort pour visiter le marché local, une nécessité pour se ressourcer,
Là, il fut traité comme une célébrité, car chaque citoyen, même les enfants, reconnaissait qu'il était leur héros et leur sauveur, une reconnaissance unanime. Tout le monde admire sa vaillance et son pouvoir exceptionnel, car grâce à lui, ils sont tous en sécurité. Mais ils ne sont pas les seuls à le regarder, car lorsqu'il quitte la place du marché et s'engage dans une ruelle isolée, il défie finalement les regards attentifs à se révéler. Un moment de tension, il s'avère que c'est Cassim qui l'observait depuis le début, depuis la guerre des monstres. Il n'avait pas revu Cassim depuis leur dernier combat et il se demande ce qui est arrivé à son bras. Alors Cassim explique que c'était à cause de lui, une révélation choquante. Bien sûr, Taichi ne le savait pas, car après le combat, il s'était effondré et était resté dans le coma pendant une semaine entière. Il ignorait donc qu'il avait failli tuer Cassim. Puis, quelques secondes plus tard, il se souvient soudain de son acte et s'excuse de l'avoir désarmé, mais Cassim lui révèle son intention de l'achever pour de bon, une menace sérieuse. En entendant cela, Taichi lui dit qu'il le combattra dans un endroit vide, loin des civils aléatoires qui sont soudainement apparus derrière Cassim. Mais s'il tente un jour de fuir leur affrontement, Cassim le prévient qu'il s'assurera que tous les habitants de la ville mourront empoisonnés, une menace glaçante. Ainsi, il n'a d'autre choix que de se conformer aux exigences de Cassim. Les deux arrivent à l'endroit isolé, mais Cassim lui dit qu'il devra limiter ses pouvoirs, car la raison pour laquelle Taichi a gagné la première fois est due à ses tricheries. Donc cette fois, il sera forcé de se battre loyalement, sans l'aide d'Eri, en utilisant uniquement ses capacités magiques, un défi de taille. Eri le met en garde contre le duel, mais Taichi a déjà pris sa décision et il ne veut pas reculer devant ce combat, surtout après ce qu'il a fait à Cassim. Il jure qu'il lui prendra également son bras restant pour la folie de l'avoir défié, une promesse sombre. Il dit à Cassim qu'il le battra à plate couture et le forcera à manger sa nourriture avec ses pieds pour le reste de sa vie. Une fois Taichi en position, Cassim utilise l'objet et cela réduit immédiatement le pouvoir de Taichi au niveau de Cassim, un désavantage certain. Les préparatifs terminés, Taichi commence avec un Rasengan, mais Cassim contre-attaque avec une attaque de mêlée, lançant des projectiles partout où Taichi va. Cependant, Taichi le désarme, alors il opte pour une contre-attaque via son spam magique, une tactique rapide. Quand ils se rapprochent, ils se mettent tous les deux à se frapper, jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Mais Cassim termine son tour en tirant un Kamehameha de supermarché. Alors Taichi, avec des compétences dignes de Zoro, riposte, tranchant la boule d'énergie et envoyant Cassim voler contre un mur de briques, un coup puissant. Subissant une nouvelle défaite dans ce combat, Cassim admet finalement que Taichi est juste fait différemment. Une reconnaissance forcée, cependant leur combat n'est pas terminé, car l'objet magique qui limite les pouvoirs de Taichi libère soudainement une aura très maléfique. Aasim lui dit qu'il n'a qu'à détruire l'objet magique pour libérer les restrictions de son pouvoir, mais l'entité maléfique s'échappe de l'objet et tente de l'attaquer. Taichi attaque l'entité informe, mais il ne lui inflige aucun dégât et elle commence à riposter en l'attaquant avec ses projectiles. Heureusement, Grammy observe leur combat et se précipite immédiatement à son secours en coupant l'entité informe en deux, un geste héroïque. Mais elle n'a pas de corps physique, donc elle n'a littéralement rien fait d'autre que d'aggraver le problème. Aasim leur dit qu'il devrait détruire l'objet même s'il est plus proche. Alors Grammy lance son épée sur l'objet, libérant sa restriction sur Taichi, une action décisive. Cependant, c'est une erreur, car la pleine puissance de l'objet maléfique a également été libérée en même temps que le pouvoir de Taichi. Mais ce n'est qu'une tâche facile pour lui, surtout depuis qu'il a retrouvé ses pouvoirs. Alors il invoque rapidement Eri à ses côtés, utilisant toute sa puissance et enchantant son katana avec la foudre, anéantissant l'entité en un seul coup, une démonstration de force. Plus tard ce jour-là, Grammy lui explique pourquoi Cassim est si obsédé par lui et pourquoi subir une nouvelle défaite cette fois-ci le blesse vraiment. Mais leur conversation est interrompue lorsque la garde de la ville sonne la cloche, signalant la déclaration de guerre de l'armée rebelle. Ainsi plus tard cette nuit-là, les forces de la capitale se préparent pour un autre siège de leur ville, une menace grandissante. Dans leur chambre, Taichi dit à Ren qu'il fera de son mieux pour le protéger, mais Shi refuse, déclarant qu'ils vont se battre ensemble et que Shi ne sera pas inutile. Quelques heures plus tard, l'aube arrive et les forces de Marquisi préparant ses troupes pour un assaut à grande échelle sur la capitale, une offensive majeure. Plus tard ce matin-là, les forces rebelles arrivent enfin sur le champ de bataille et attendent maintenant le signal du duc. Animacius, le bras droit du duc, l'assure qu'ils ont plus qu'assez de force pour affronter les armées de la capitale, ainsi que des contre-mesures contre les pouvoirs écrasants de Lemieux et Taichi, une confiance affichée. Après avoir sécurisé leur position et leur campement, le duc d'Ortesheim donne enfin le signal pour commencer le siège. De retour au camp de la capitale, le roi Gilmar rallie ses forces et leur dit que le duc imposteur et son armée de fraudeurs mentalement déficients, une insulte claire. Au signal de la générale Sumela, les forces de la capitale chargent de toutes leurs forces et s'affrontent aux forces rebelles. Rin, Lemia et Miura rejoignent l'avant-garde et assistent les fantassins, tandis que la générale Sumela dirige le cours de la bataille, une coordination parfaite. Un aventurier de classe A nommé Susora rejoint la bataille et défie Rin, tandis que le marquis Mark affronte Miura, lui proposant que si elle perd, elle devra rejoindre son harem imaginaire, une proposition osée. Quelque part sur le champ de bataille, un parfait inconnu défie Lamia dans une bataille magique, contrecarrant sa magie. Cependant, ces imbéciles ne sont que de la chair à canon malgré leur pouvoir, car ils sont tous mal assortis, comme des joueurs de bronze affrontant des champions du monde, une comparaison pertinente.
La bataille étant déjà en cours, Taichi utilise son pouvoir pour localiser le camp du duc d'Orteshim, sautant toute la bataille en affrontant seuls les gardes du camp du duc. Après un atterrissage de super-héros, il anéantit rapidement les gardes du camp et entre tranquillement dans la salle de guerre du duc sans grande difficulté, une infiltration audacieuse. Tout le monde est stupéfait par son apparition soudaine, car il n'est pas normal qu'un adversaire apparaisse aléatoirement au cœur du camp ennemi. D'Ortesheim reconnaît le talent de Taichi et sait pertinemment que lui et ses gardes parlent littéralement au GOAT. Alors il dit à tout le monde de se retirer et de laisser Taichi faire son travail, une décision pragmatique. Quand tous les gardes finissent par partir, d'Ortesheim lui demande pourquoi il est dans leur camp, et il dit au duc qu'il est là pour mettre fin à la guerre le plus tôt possible, afin d'éviter un bain de sang inutile et de préserver leur puissance militaire, une intention louable. Il négocie avec d'Ortesheim et lui dit que s'il se retire avec ses troupes, ils seront pardonnés pour leur insolence et que quiconque est mort ici est le seul perdant. Mais d'Ortesheim lui répond que même si certains d'entre eux peuvent mourir, il sait que c'est un sacrifice qu'il est prêt à faire et il ne peut pas reculer devant ce qu'il croit juste, une conviction profonde. Harry essaie de discuter avec lui pour changer son opinion, mais la décision du duc est finale et il se battra jusqu'à son dernier souffle pour atteindre son objectif. Mais avant cela, il questionne le pouvoir de Taichi et sa décision de s'abstenir de prendre le contrôle de la capitale ou même du monde, malgré le fait d'être béni d'un pouvoir immense. Une interrogation pertinente. Il lui demande pourquoi il permet à Gilmar de l'utiliser à sa guise au lieu de devenir lui-même roi. Mais la réponse de Taichi est simple. Avoir des responsabilités, c'est vraiment nul, et il préférerait devenir puissant sans être lié à des absurdités politiques, comme aider ses citoyens ou enquêter sur la disparition d'une vache d'une ferme pendant 2 ans, une vision très personnelle. Cependant, le duc demande pourquoi ne pas devenir un dictateur et faire souffrir absolument tout le monde. Mais il leur répond simplement que cela n'en vaut même pas la peine, car forcer les gens à les aimer est juste pathétique et triste, une perspective désabusée. En entendant sa réponse, le duc éclate de rire car les choses auraient été différentes si Taichi avait été de leur côté. Mais puisqu'ils en sont déjà là, il ne peut pas se permettre de perdre ce qu'il est déjà en train de perdre, alors il dit à Taichi de partir, une décision difficile. Pendant ce temps, Inimicus s'empare déjà des cadavres de l'armée tombée du duc, les transformant en zombies sans esprit, une horreur grandissante. Quelques secondes plus tard, la plupart des soldats sur le champ de bataille deviennent des zombies enragés, grâce au plan d'Inimicus. Les plaines entières ont été transformées en un terrain de reproduction pour des zombies sans esprit, et tout jusqu'à ce moment avait été planifié depuis le début par la femme mystérieuse qui était derrière tout ce qui se passait, y compris l'arrivée de Taichi dans ce monde, une révélation majeure. C'est la même femme que le dragon à 2 têtes serre et tout ce qui se passe actuellement, y compris cette guerre civile, a été causé par elle. Mais ils ont des problèmes plus urgents à gérer qu'une femme intrigante, car ce qu'Inimicus a déchaîné rappelle le même événement qui s'est produit il y a 200 ans, une menace historique. Cet événement était connu sous le nom de Rhapsodie sanglante, un massacre à l'échelle du pays qui fut déclenché pendant la guerre entre les empires de Guggen et de Sainte-Scatulette, et qui causa la mort de plus de 700 000 civils, y compris la majorité de leur personnel militaire, une tragédie immense. La Rhapsodie sanglante a commencé lorsqu'un magicien a utilisé le même sort qu'Animagus utilise, le mangeur d'esprits, qui sape la durée de vie des individus affectés tout en les soumettant à une folie furieuse, les empêchant de mourir même lorsqu'ils sont tués, un sort terrifiant. Apparemment, Onimakus agit également selon le grand dessein de la femme intrigante, car cette rhapsodie est aussi un test pour voir si Taichi est réellement capable de faire plus que ce dont il est capable actuellement, et s'il échoue ici, le monde est pratiquement perdu dans un avenir proche, une épreuve cruciale. Cependant, Animachus n'en avait vraiment rien à faire, car ce qu'il recherche, c'est le pouvoir, et la rhapsodie sanglante le lui donnera. Il ordonne de manière épileptique à ses soldats de commettre des crimes de guerre et d'anéantir tous ceux qui ne sont pas aussi fous qu'eux, une folie destructrice. Le chaos s'ensuit sur tout le champ de bataille suite à ses ordres, obligeant le duc et Taichi à s'allier pour vaincre les soldats enragés. Quelques minutes plus tard, Inimicus se transforme en une sorte d'hybride demi-humain, une mutation effrayante. Il y a 200 ans, les pays voisins, l'Empire Galgon et l'Empire de la Sainte Scoliose, étaient engagés dans un conflit sanglant qui, d'un point de la carte, s'est rapidement étendu aux terres voisines, une histoire ancienne et tragique. La bataille qu'ils croyaient vite terminée se transforme en leur pire cauchemar, alors que les soldats commencent à avoir les yeux brillants et que leurs esprits et corps sont consumés par une rage et une colère intense. Les soldats enragés se sont mis à attaquer les villageois et bientôt la carte fut peinte en rouge causant d'innombrables victimes à travers tout le continent. Le conflit sanglant s'est transformé en une guerre sanglante qui est devenue un véritable enfer en un rien de temps à cause de ces maudits salauds qui en étaient les instigateurs. L'histoire se répète une fois de plus alors qu'Animachus transforme une simple bataille en chaos total. Lamia théorise que le cercle magique évident au-dessus d'eux est la cause du phénomène, et s'ils ne peuvent pas retrouver le salaud qui lance le sort quand les effets seront complets, incluant le monde entier, Suzora et Ren s'associent pour combattre les soldats animés, mais Suzora tue les soldats plus vite qu'elle ne peut les pacifier, alors Ren utilise ses pouvoirs Yuri pour persuader Suzora de travailler pour elle, afin qu'elles puissent toutes deux secourir les soldats au lieu de les démembrer. De retour au camp du duc, Taichi utilise ses pouvoirs pour neutraliser les soldats enragés.
mais c'est pas suffisant pour les arrêter car les soldats reviennent sans cesse. Dortashim lui demande pourquoi il ne massacre pas ses propres soldats, mais Taichi lui répond « ce n'est pas son objectif ». Le duc lui dit que tout ce qu'Inimachus a fait, c'était à cause de cette femme, et que quoi qu'elle pense, elle est folle d'utiliser les soldats du royaume pour ses plans, mais ils doivent endurer et survivre à cette épreuve, car c'est le seul moyen de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Dortashim sait qu'après cette bataille, il va être décapité parce qu'il a lu le script. Alors Taichi lui dit « c'est comme ça » avant de se charger en énergie pour se suicider. Mais Eri sait ce qui se passe et l'empêche de faire quelque chose d'aussi insensé que de se blâmer et de choisir la facilité. Il lui dit de bouger mais elle refuse, déclarant que c'est sa faute si tout va devenir un désastre absolu parce qu'elle ne lui a pas fait confiance. Harry admet qu'elle manque de la conviction qu'elle demande à Taichi car, pendant tout ce temps, elle a menti sur sa véritable identité et ses réels pouvoirs, car sa forme de fée clochette n'est pas vraiment sa vraie forme, mais plutôt une forme temporaire. Shi admet qu'elle a peur de Taichi et de ce dont il est capable, d'autant plus qu'il détient le pouvoir suffisant pour détruire le monde, et au rythme où il va, il pourrait bien y mettre fin en seulement 5 à 7 jours ouvrables. Shi devait voir si Taichi était déterminé et plein de conviction pour sa cause, et s'il ne détruirait pas réellement le monde s'il en avait l'occasion. Car si elle obtient vraiment son véritable pouvoir, cela signifie que tout ce que Taichi possède actuellement quintuplera, et c'est suffisant pour détruire le monde 5 fois. S'il ne peut pas contrôler ses pouvoirs, ce sera encore pire pour tout le monde, y compris pour elle. Alors elle lui dit au revoir et lui lance un psych. Car elle lui révèle en fait sa véritable forme et ses pouvoirs juste avant de disparaître complètement. Rin arrive peu après et vient à son aide, mais elle est elle-même gravement blessée. Alors il court la serrer dans ses bras et s'excuser de ne pas avoir pu l'aider, promettant de mettre fin à la bataille avant qu'elle ne devienne un autre événement canon pour lui. Et ainsi pour la toute première fois, Taichi commande le véritable pouvoir d'Iri et invoque la reine des esprits Sylphide, détruisant rapidement le sort de Rhapsodie sanglante en un seul coup. Le cercle magique détruit, chaque soldat affecté redevient normal, et la véritable forme de Sylphide est révélée au monde. Alors Sora la reconnaît rapidement car il sait qu'elle est l'un des grands esprits du monde, mais les choses ne sont pas encore terminées car il a encore un obstacle à vaincre, l'hybride démoniaque Animicus. Aichi passe en mode combat et affronte le maniaque, lui demandant « Qui diable est cette femme dont tu parles ?» exigeant qu'il révèle ce qu'il sait d'elle et ce qu'elle veut accomplir. Alors Animagus lui raconte l'intrigue sans spoiler, révélant qu'il peut en fait entendre les esprits avant même d'être transporté dans ce monde. Le destin de Taichi est lié à la MILF intrigante quelque part dans le pays, et il est son élu. Dans un futur proche, une grande bataille plongera bientôt le monde dans le chaos, et pour éviter cela, Taichi doit être assez fort pour y faire face. Tous ceux qui servent la mystérieuse MILF, y compris le dragon à 2 têtes, la laissent faire car ils savent que ça en vaudra la peine le moment venu. Et cette même femme deviendra leur sauveuse, mais pour que cela se produise, il doit devenir son arme afin de sauver le monde d'Alté. Mais Taichi ne veut pas accepter de telles exigences scandaleuses avec une récompense encore plus scandaleuse comme des pertes civiles. Alors il passe en mode Jotaro, déchaînant ses propres coups gauche et droit équivalents à ceux de Star Platinum, battant Animagus par KO technique. Mais Animagus est content qu'il soit assez puissant pour le vaincre, car cela signifie que sa mission est terminée et qu'il a fait ce qu'il pouvait pour jouer son rôle dans la bataille à venir. Alors il exhorte Taichi à l'achever afin qu'il puisse enfin surmonter sa faiblesse de craindre de tuer des gens. Mais ce qu'il ignore, c'est que Taichi comprend la corrélation entre le pouvoir et la responsabilité plus que quiconque, car il a déjà pris la décision de devenir plus fort pour protéger davantage de personnes. Et ainsi, il porte le coup final, vaporisant Inimicus en poussière. Après la bataille, les forces de la capitale retournent à la ville, ayant enfin vaincu l'un des nombreux obstacles qu'elles devront affronter à l'avenir. Taichi se réveille dans la chambre de Rin où Shi, Miura et Lamia, l'informant que la bataille est enfin terminée. Apparemment, il a de nouveau été dans le coma ces derniers jours et tout le monde s'inquiète pour lui, y compris la princesse Charlotte. Avec leur victoire à Aspire et maintenant dans la capitale, la paix revient dans le pays et les citoyens devront maintenant réparer tout ce qu'ils ont laissé sur le champ de bataille, comme la dernière fois. Mais grâce aux efforts de Taichi, Aspire n'a pas implosé et le roi Gilmar les a récompensés de trésor sur trésor valant plus que leur rang initial. Cependant, la question pressante demeure, car il y a toujours une MILF invisible dans l'anime qu'il n'a pas encore rencontrée, et c'est la raison pour laquelle la vie de tout le monde a failli tourner au vinaigre. Quelques jours après la bataille, il réfléchit silencieusement à la suite des événements. Il sait que d'autres défis l'attendent, ce qui signifie que davantage de personnes innocentes seront en danger, mais Lamia lui dit de ne pas s'inquiéter car il a le Riz et les filles d'anime les plus puissantes dans son équipe, même s'il fait la majeure partie du travail à chaque fois. Leur mission terminée, Taichi fait ses adieux à la princesse et retourne à Aspire avec les filles.